3,6 tonnes de cocaïne à bord d'un cargo de la dope venu du Brésil, des plongeurs qui cachent de la poudre blanche à proximité de l'hélice d'un bateau, notre journaliste Laurent Léger a enquêté sur l'incroyable périple du Trudy. En 2021, ce vraquier a été arraisonné par les douanes françaises. Il était bourré de cocaïne. À bord, 13 marins philippins sont soupçonnés d'avoir participé à un vaste trafic au profit d'un cartel brésilien. À travers cette enquête, on va vous plonger dans le trafic de drogue. On va vous expliquer pourquoi et comment la coke voyage en bateau. Et pour en discuter justement, on reçoit Laurent Léger. Salut Laurent. Salut, bonjour. Tu es journaliste au service enquête de Libération et tu es donc auteur de cette enquête sur la saga du cargo Trudy. Et à tes côtés, Charles Delouche-Bertolazzi, tu es journaliste spécialiste du narcotrafic. Salut Charles. Salut. Pour commencer déjà, Laurent, on va rentrer dans le sujet avec une question simple. C'est quoi le Trudy en fait ? Mais le Trudy, c'est un cargo de fret, de qui est chargé par des armateurs de transporter des cargaisons sur aux quatre coins de la planète, en fait, en permanence. Et là, en l'occurrence, donc c'est un vraquier, c'est-à-dire qu'il transporte des cargaisons en vrac. C'est pas des containers, c'est du vrac. Donc il y a des cales dans lesquelles on entasse des minerais. Et là, le Trudy avait été mandaté pour prendre au Brésil 2 cargaisons différentes. Une cargaison de kaolin, c'est une sorte d'argile, et une cargaison de magnésie. C'est un composant, une sorte de minerai qui a plein d'applications industrielles. Ça peut servir pour faire du papier, pour faire des briques, pour faire des tas de choses. Et en fait, donc, le bateau devait faire la route entre le Brésil et Anvers, puis Rotterdam, en Europe, pour décharger le kaolin et la magnésie. Voilà. Et c'est un bateau qui fait 180 mètres de long. C'est un énorme cargo. Ça peut transporter 33 000, 35 000 ou 40 000 tonnes de cargaison. C'est vraiment un énorme immeuble sur les eaux, quoi. Sur ce bateau, ils cachaient où la cocaïne ? Alors, sur ce bateau, d'après l'enquête, ils ont caché 3,6 tonnes de cocaïne dans 2 endroits différents, en fait. Peut-être plus d'ailleurs, puisqu'ils ont remarqué que sous la coque, maintenant les trafiquants sont capables de planquer sur des bateaux sous la coque dans des caches, des sortes de caches. Ils dévisent des plaques de la coque et ils peuvent cacher. Alors il est possible qu'il y ait de la coque qui ait aussi été cachée là. En tout cas, ils ont retrouvé 2 stocks en 2 moments différents. Dans un faux plafond dans la salle de sport, et puis sous le chargement de magnésie, dans la cale numéro 4. Toi, Charles, est-ce que tu peux un peu m'expliquer aujourd'hui, est-ce que c'est dur de faire passer de la cocaïne dans un bateau ? Comment ça se passe pour les trafiquants ? Il y a plusieurs manières. En fait, je ne sais pas si c'est dur ou simple, mais disons que les trafiquants profitent de la conteneurisation du monde, d'une certaine manière, du fait qu'il n'y a jamais eu d'échanges commerciaux sur les mers et que dans ces énormes cargos qui transportent des centaines de conteneurs, on peut facilement dissimuler une tonne, plusieurs centaines de kilos, milliers de kilos de cocaïne. Ça représente pas grand-chose par rapport à l'immensité que sont les conteneurs sur un porte-conteneurs. Et du coup, les conteneurs arrivent dans des ports qui sont devenus en fait des mini-villes où c'est très compliqué pour les douanes de contrôler. Elles ne peuvent pas contrôler chaque conteneur, c'est pas possible. Donc finalement, il y a quand même pas mal de marchandises qui arrivent à passer. C'est l'endroit où c'est le plus facile de cacher de la coke, les ports, les bateaux ou... Ça représente 80%, je crois, du trafic de cocaïne international. Enfin, c'est énorme. Et il n'y a pas que les conteneurs, mais oui, c'est vraiment ce qui est le plus prisé par les trafiquants pour faire passer de grosses quantités de cocaïne. Et il y a tellement en fait de ports qui se mettent à niveau pour pouvoir accueillir ces bateaux que finalement ça multiplie en fait les possibilités d'acheminer le produit. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça chaque semaine. Sachez aussi que c'est une discussion qui est menée en direct sur Twitch, donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous y rejoindre. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Pour recomprendre un peu cette affaire du Trudy, est-ce que, Laurent, tu peux me refaire un historique de tout le trajet que cet énorme cargo a fait en étant bourré de cocaïne ?
Bien sûr. Je voulais préciser par rapport à ce que disait Charles tout à l'heure, c'est que la différence du trudi par rapport au porte-conteneurs, c'est que là, il n'y a pas de conteneurs, il y a des cales. Et donc, il y a des minerais, des produits qui vont être chargés dans les cales, entassés. Et d'où la difficulté de planquer de la cocaïne sous un chargement. C'est-à-dire que quand le bateau arrive, avant qu'il soit chargé, la cale, elle est vide. Donc, on peut voir ce qu'il y a dedans. Alors, c'est ça qui est très compliqué. Et c'était la spécificité de ce cargo, finalement. C'est que les complicités internes ont été telles que les marins ont fermé les yeux sur le fait qu'on planque de la cocaïne avant de mettre par-dessus un chargement de magnésie. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais apporter en plus. Et puis alors sur le trajet, il est parti du Brésil, il s'était enfoncé dans l'Amazone, à Mugumba pour chercher sa première cargaison. Là, visiblement, un premier chargement de ballots de cocaïne est intervenu. Ensuite, il est reparti vers l'Atlantique et en sortant à l'embouchure de l'Amazone, toujours au Brésil, il s'est arrêté et là, visiblement, ils ont chargé de la cocaïne, probablement sans qu'il soit dans un port, mais de nuit. Il y a des petits bateaux qui ont dû venir se coller à la coque et ils ont transbordé à l'intérieur des ballots. Ensuite, il a pris la mer, il est allé vers le Cap-Vert. La météo était difficile, donc il a traversé les îles du Cap-Vert. On pense qu'un gros déchargement a eu lieu à ce moment-là, pendant la nuit. Ensuite, il s'est rendu vers les Canaries. Et puis après, il est remonté vers le nord de l'Europe, vers Anvers, Rotterdam. Mais malheureusement, la météo en a décidé autrement. Il a dû faire face à un contrôle en pleine météo difficile, etc. Et donc les douaniers lui ont demandé de se ranger et de se diriger vers Dunkerque et d'attendre un contrôle en bonne et due forme. Et c'est là qu'ils ont découvert la première cage de cocaïne. Ils ont dû avoir une petite descente d'organes, les marins. Oui, ou alors peut-être qu'ils avaient un renseignement et qu'ils savaient ce qu'ils allaient trouver, mais en tout cas, la météo n'a pas aidé les trafiquants cette fois-ci, puisque effectivement, c'est à cause de la grosse mer et des mauvais vents que du coup, le bateau a été arraisonné à Dunkerque. Charles, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le trafic de cocaïne est en plein essor? Pourquoi est-ce que les trafiquants passent par la mer? Donc j'ai compris que c'est parce qu'effectivement c'est dans des énormes cargos avec plein de containers remplis de plein de trucs, donc c'est facile de dissimuler de la coke. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? C'est aussi parce que il y a une multiplication des routes sur mer, qui est de fait moins contrôlée que sur les terres et on peut passer beaucoup plus de marchandises, on peut plus facilement la dissimuler. En plus, maintenant, la cocaïne, c'est-à-dire les trafiquants avec la cocaïne arrivent à la masquer, à la dissimuler chimiquement dans d'autres matières pour pouvoir éviter des contrôles, éviter les chiens renifleurs. Donc, il y a beaucoup de stratégies qu'ils utilisent et que permet la mer aussi d'utiliser. Enfin, c'est aussi la mer qui permet d'utiliser ces stratégies. C'est-à-dire que maintenant, on voit c'est plus commun d'entendre une affaire de sous-marin de narcotrafiquants qui a été arraisonné par des polices proches des côtes européennes. Pourquoi tu dis que c'est la mer précisément? Il y a plusieurs manières de dissimuler le produit et puis il y a tellement de bateaux en fait que c'est impossible à contrôler. Par exemple, contrôler un conteneur, c'est une hérésie en fait pour le commerce international qui est en fait régi par des impératifs de temps très courts. Les cargaisons doivent arriver très vite à un lieu donné parce que sinon on perd de l'argent en fait. Et aucune personne n'a intérêt à ce que un conteneur soit ouvert, qu'on déballe toute la cargaison. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs méthodes qui se mettent en place pour contrer ça. Laurent, on sait pour qui travaillaient les trafiquants, enfin les marins qui ont tenté de faire passer de la cocaïne? Alors l'enquête, les enquêteurs qui ont fait un énorme travail considère qu'il s'agit d'une organisation brésilienne, le cartel de Carvalho, voilà, qui était dirigé par Sergio de Carvalho, mais qui est arrêté en Belgique, qui est en prison en Belgique depuis 2-3 ans. Et il y a une femme aussi à la tête de cette organisation qui est en fuite, qui s'appelle Karine de Campos. Donc, c'est les présomptions, en fait. Ils n'ont pas réussi à faire un lien formel entre la cocaïne et cette organisation, mais ils ont remarqué que le logotype de cette organisation figurait sur la plupart des pains
de coke qui ont été retrouvés. C'est-à-dire le logotype, il mettait un logo. Voilà, le motif. Il y avait eu plusieurs motifs sur les pains, mais le principal, c'était un temple traditionnel japonais sur fond de soleil rouge. Et visiblement, c'est le logo, c'est le symbole de cette organisation. Donc, c'est une mafia brésilienne. Par contre, ils n'ont pas réussi à retrouver l'origine de la cocaïne. Où est-ce qu'elle a été fabriquée exactement, ça, mais juste, c'est super curieux. Ils tamponnent sur leur sachet un logo pour qu'on les retrouve. Ouais, puis c'est du marketing aussi. Enfin, c'est du marketing entre trafiquants, mais de la même manière que les trafiquants maintenant, enfin, de la même manière qu'au détail, maintenant, il y a du marketing qui est appliqué pour la vente. Donc, en fait, ils se sont mis à la page, en fait. Ça suit le légal, quoi. Effectivement, maintenant, c'est le trafic sur la mer qui est le principal vecteur de transfert de la drogue. Parce qu'en fait, en avion, c'est très compliqué. Il y a des transports en tout petits avions, intra-Amazonie, intra-Amérique du Sud, etc., mais qui ne peuvent pas franchir l'Atlantique, qui seraient contrôlés immédiatement à l'atterrissage. Et donc, c'est très difficile de faire atterrir un petit avion bourré de coke comme ça en Europe, même aux Pays-Bas, même en Belgique, où il y a peut-être moins de contrôle. Et en tout cas, le transport par des mules, qu'on connaît aussi, c'est très ponctuel et c'est microscopique par rapport à l'immensité du volume de cocaïne, des volumes massifs qui sont importés en Europe en permanence. Donc, il n'y a que par bateau et par énorme cargo, en réalité, ou par sous-marin, mais il faut vraiment transporter des grosses cargaisons pour que ça serve à quelque chose, en fait, pour que les trafiquants en retirent profit. Et alors, ces marins qui ont dissimulé de la cocaïne sur le Trudy, c'est qui ? C'est des membres de la mafia ? Est-ce que c'est des marins lambda à qui on a demandé de faire ça un peu comme ça ? Est-ce qu'on sait comment ça s'est passé ? Alors, je crois que ce sont des marins lambda. Il y en a... Alors, il y a un phénomène communautaire qui s'est un peu passé, c'est que tous les marins de base, les matelots, étaient tous philippins. Et il est possible que donc certains d'entre eux ont été corrompus, achetés par les trafiquants. Ça, c'est la thèse de l'enquête et c'est pour ça qu'ils vont être jugés. Pas tous, mais certains l'ont été. Mais du coup, le phénomène un peu communautaire, le fait qu'ils passaient tout leur temps ensemble, ils dînaient ensemble, ils bossaient ensemble, a fait que les autres ne les ont pas dénoncés. Voilà, ils disent qu'ils ne savent pas. Certains ont refusé de parler aux enquêteurs, mais ils disent qu'ils ne savent pas. Et donc, probablement qu'ils savaient, mais ils n'ont rien voulu dire parce que c'était des compatriotes. Voilà. Et alors, ce qui est curieux, c'est que les enquêteurs n'ont pas réussi à trouver de complicité interne chez le commandant et chez son second, qui ont été suspectés. Ils ont tous été mis en examen, mais ils n'ont pas réussi à trouver de preuves de leur implication effective, et voire même de leur connaissance de l'existence de ce trafic sur leur bateau. Pourtant, c'était eux les chefs du bateau. Ils n'ont pas réussi à les mettre en cause. Donc, ne reste que les marins, finalement, qui ont touché des sommes d'argent. On ne sait pas exactement combien, d'ailleurs, c'est pas très clair. Mais voilà, 13 marins philippins qui devraient probablement être jugés bientôt. Le trafic de drogue, c'est comme un jeu sordide, mais il y a tout un jeu autour de les trafiquants tentent de faire passer de la drogue, les autorités tentent de les arrêter, les autorités ont des techniques pour les arrêter, les trafiquants ont des techniques pour les détourner. Charles, tu peux m'expliquer, c'est quoi déjà les techniques des autorités pour arrêter les trafiquants et dans l'inverse, comment les trafiquants font pour s'en échapper finalement? En fait, sur les mers, il n'y a pas énormément de techniques, à part lorsque ils savent de fait qu'il y a une cargaison et que là, ils décident de la raisonner, comme on peut le voir sur certaines vidéos qui sont partagées par les autorités américaines, ou on l'a vu, les autorités portugaises, au large des Asturies, je crois. Mais non, sinon, en fait, le principal... la seule manière, finalement, c'est le contrôle douanier, mais... Enfin, une des manières principales, c'est le contrôle douanier. Mais pour ça, c'est ce que je te disais plus tôt, c'est impossible de vérifier toutes les cargaisons. Donc, en fait, les ports sont en train de s'équiper techniquement avec ce qu'on appelle les scanners mobiles. C'est très cher, c'est très efficace. Ça permet, en fait, de scanner l'intérieur du conteneur et de sa marchandise sans l'ouvrir et sans déballer toute la marchandise.
en l'isolant quand même par rapport aux autres conteneurs, mais c'est beaucoup plus rapide que de mobiliser une équipe de douaniers avec les chiens et d'ouvrir. Et ça permet aussi, c'est une manière aussi qui permet d'une certaine façon à l'économie portuaire d'accepter plus les contrôles parce que ça va plus vite. Et c'est un peu comme ça. Et ça se présente sous la forme vraiment un grand portique de la même manière que quand on passe à l'aéroport, en fait, sous le portique qui détecte... Dans lequel le cargo passe. Là, ce sera un camion avec un conteneur qui est par-dessus et puis il passe sous le portique. Et ils peuvent pas contrôler tous les conteneurs, en fait. Non. Il y a cette méthode-là, et puis sinon, après, il y a du travail d'enquête aussi sur un conteneur qui est suspecté d'avoir une cargaison. Mais pour revenir à ce que disait Laurent un petit peu plus tôt sur le Brésil a pris vraiment une ampleur très importante ces dernières années dans le trafic de cocaïne, parce qu'il y a eu il y a eu un essor des organisations criminelles dans ce pays-là, et puis c'est tellement grand, il y a beaucoup de ports, et puis ça couvre énormément de routes maritimes légales, du commerce légal. Donc en fait, possibilité de dissimuler via ce vecteur-là, quoi. Sur le Trou-dit, du coup, les autorités les ont trouvés, ils ont arraisonné le Trou-dit. Comment ça s'est passé ? Les trafiquants n'ont pas eu de chance. Il y a eu une très mauvaise météo. On était en septembre 2021. Très mauvaise météo dans l'Atlantique. Et donc, après avoir déchargé de nuit, donc quand ils ont traversé les îles du Cap-Vert, ils ont largué en mer un certain nombre de tonnes. Je crois que c'est 2 tonnes de cocaïne qui ont été récupérées par des bateaux affrétés par les trafiquants, des petites embarcations, des pirogues. Et après, l'objectif, c'était de décharger. On ne sait pas exactement si c'était aux Canaries ou au Portugal. Ils visaient le Portugal, mais la mauvaise météo et la mer était très, très démontée, elle était très forte. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, larguer. Ils ne pouvaient pas, parce qu'en fait, le but, c'était de larguer en pleine mer les ballots, tous reliés entre eux par des cordes qui flottaient, avec des petites lumières au bout pour qu'elles puissent être repérées pendant la nuit et que les petits bateaux qui venaient les chercher puissent les trouver. Mais quand la mer elle est mauvaise, qu'il y a d'énormes vagues, c'est pas possible. Donc du coup, ils ont tâtonné pour trouver un moyen de larguer les ballots pas trop loin de l'Europe. Et puis finalement, ils l'ont pas trouvé et la mauvaise mer a fait que ils se sont rapprochés de la France. Et là, la douane française est entrée en action. Elle voulait contrôler. Alors, est-ce qu'elle avait un renseignement ? On ne sait pas. C'est possible qu'elle ait eu un renseignement. En tout cas, elle a voulu contrôler. La météo l'a pas permis. Et donc, ils ont dit au Trou-dit, vous venez au port de Dunkerque, on va vous contrôler à Dunkerque. Et là, ils sont tombés sur le premier chargement qui était planqué dans le faux plafond de la salle de sport. Donc 40 ballots, environ une tonne 100 de cocaïne. Ouais. Et par ailleurs, dans les endroits, on en a parlé un peu tout à l'heure, dans les endroits où ils ont dissimulé de la cocaïne, il y a donc cette salle de sport, dans les hélices sous les hélices d'un bateau. Ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas vu, à Dunkerque, ils n'ont pas vu qu'il y avait une deuxième cache qui était encore bourrée de coke. Et donc le bateau est reparti, tout le monde a été arrêté. L'équipage a été arrêté, 20 personnes, tous mis en examen, etc. Et donc l'armateur a nommé un nouvel équipage parce qu'il fallait bien continuer à terminer les livraisons. C'est-à-dire qu'il y avait du kaolin et de la magnésie qui étaient attendus à Anvers et à Rotterdam. Donc il fallait un nouvel équipage pour reprendre le bateau et livrer en temps et en heure. Et donc le bateau repart. Et puis finalement à Rotterdam, il y a un contrôle de routine. Et là, incroyable, ils trouvent un deuxième chargement de cocaïne qui n'avait pas été détecté par les Français. Et qui est où ? Il le trouve donc dans la cale numéro 4, sous le chargement de magnésie. Et donc c'est comme ça que 1 tonne 6 a été découverte et retrouvée par les autorités, et que 2 tonnes se sont quand même échappées, on pense, quand la traversée du Cap-Vert a lieu, en pleine nuit, grâce à des petites embarcations. Cette histoire elle illustre hyper bien en fait pourquoi est-ce que les trafiquants aussi favorisent les gros bateaux, la voie maritime, parce que finalement c'est impossible de vérifier les endroits chaque endroit d'un bateau immense. Donc il y a la possibilité de cacher tant de marchandises que
le nouvel équipage qui arrive n'était pas forcément au courant qu'il y avait... complètement, voilà, ils n'étaient pas du tout au courant. Donc, ils n'étaient pas du tout au courant. Le bateau continue sa route, quoi qu'il arrive. Il est possible que le bateau ait transporté plus de drogue, parce qu'effectivement, près de l'hélice, il y a des caches qui ont été peut-être utilisées, parce qu'ils ont vu que les grilles qui les fermaient étaient toutes propres. Et donc, les algues n'avaient pas pu s'y mettre, etc. Comme si les boulons n'étaient pas très bien fixés, comme s'ils avaient été dévissés et revissés en pleine mer par des plongeurs. On sait maintenant que les organisations criminelles font travailler des plongeurs. Et donc, c'est possible qu'il y ait eu un transport aussi, un troisième endroit, dans la coque, près de l'hélice, près du tuyau de propulsion. Ah, c'est impressionnant. J'ai une question que je trouve intéressante dans le chat, c'est DG Romanov qui se demande c'est quoi les ordres de grandeur pour les saisies habituellement. Et donc du coup, par conséquent, est-ce que cette saisie-là, elle est exceptionnelle? L'ordre de grandeur par cargaison, c'est 500 kilos en moyenne. Ouais, c'est une très forte saisie, mais c'est pas la plus exceptionnelle. Je crois qu'il y a eu des saisies de cargaison de 6 tonnes d'un coup, de choses comme ça. Là, en 2 fois 1,6 tonnes, c'est pas mal, mais c'est pas le plus exceptionnel qu'il y a eu dans l'histoire de. Le plus exceptionnel, je crois que c'est vraiment, ça reste les ports d'Anvers encore avec comme tu disais, 6 tonnes. Après, 6 tonnes, ouais, je crois que c'était sur un bateau il y a pas très longtemps. J'ai pas d'autres exemples en tête, mais 1 tonne 6, c'est pas le plus, pas le plus massif de je crois qu'à Dunkerque l'année dernière, en 2024, je crois qu'ils ont saisi 4,6 il y a quelque chose de gros qui a eu lieu dans les ports en fait qui sont moins importants que par exemple Anvers. Dunkerque est moins important comme port. Je vais revenir du coup sur ma question sur l'état du trafic de cocaïne aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui la cocaïne est moins chère qu'avant. Dans quel état est le trafic de cocaïne il est en plein essor. Ça va de pair avec la multiplication en fait des organisations criminelles qui ont su aussi profiter de la crise de la pandémie. Les organisations criminelles internationales ont profité vraiment de la pandémie de Covid pour en fait se mettre à niveau, profiter de la baisse des contrôles inhérente en fait à une crise sanitaire. Et ça les a confortés dans leur choix de se vraiment tourner vers les outils numériques. Donc on le voit avec la possibilité maintenant de commander très facilement en grosse quantité sur Internet et plus forcément sur le Darknet. Et du coup, ça permet en fait la création aussi de petits et moyens réseaux de criminels qui revendent ce produit-là. Et d'un autre côté, il y a aussi le fait que dans les pays producteurs, on n'a jamais autant produit de cocaïne. Et toute cette cocaïne, il faut la vendre. Et le marché américain, c'est plus compliqué maintenant pour les trafiquants de viser le marché américain. C'est aussi lié à la crise du fentanyl qui a un peu remplacé la cocaïne chez beaucoup d'usagers aux États-Unis. Et la politique de Donald Trump envers le Mexique fait que pour les trafiquants, c'est plus compliqué qu'avant de passer de la drogue de l'autre côté de la frontière américaine. Donc en fait, l'Europe est déjà de fait le premier marché de la cocaïne dans le monde, devant les États-Unis. En quelques mots, Laurent, les marins qui ont donc été arrêtés, il va leur arriver. Les marins qui ont été arrêtés, ils vont probablement être jugés. Là, à quel stade on en est de la procédure? Donc il y avait 20 mis en examen. Le parquet a demandé, il n'a pas le dernier mot, mais il donne son avis, il a demandé que 13 marins soient jugés, dont 2 sous-officiers. Par contre, le commandant, son second, d'autres sous-officiers et quelques marins ne sont pas visés. Ils n'ont pas trouvé de preuves. Le parquet estime qu'il n'y a pas eu assez de preuves sur leur implication dans le trafic et sur leur connaissance des faits. Donc maintenant, c'est les juges qui sont en train de décider. Ils vont trancher. Est-ce qu'ils les renvoient pour être jugés aux assises? C'est une cour d'assises spécialement composée qui va juger pour importation de stupéfiants. Est-ce qu'ils incluent finalement le commandant ou pas, en estimant que l'enquête, quand on la lit bien, on peut estimer qu'il devait être au courant ou qu'il l'était, je ne sais pas exactement. Ou alors est-ce qu'ils suivent l'avis du parquet et se décident à renvoyer uniquement les 13 marins philippins? Ça, c'est ce qu'on attend de voir. Je pense que dans quelques semaines, on en saura plus. Lors des auditions, j'ai lu dans ton papier qu'il y avait carrément des marins qui s'inquiétaient pour leur vie.
C'est ce qu'ont dit plusieurs d'entre eux. Alors, il y en a qui ont refusé de parler, effectivement, dès le début, en disant qu'ils risquaient trop gros pour eux ou pour leur famille aux Philippines. Certains l'ont exprimé, effectivement, assez clairement, en disant qu'ils avaient pris de gros risques et qu'ils avaient peur qu'on vienne les tuer, qu'on tue leur famille, etc., etc. Évidemment, c'est vrai que les enjeux sont tels que les moyens aujourd'hui des trafiquants de mettre la main sur les dossiers via certains avocats éventuellement, et donc les trafiquants vont peut-être pouvoir lire certains PV d'audition, et donc s'ils se rendent compte que les uns ou les autres ont parlé, ont donné des éléments sur eux, il risque d'y avoir des représailles. Et donc effectivement certains sont assez anxieux. Ouais. Charles, pour terminer, toi, tu as interrogé plusieurs experts pour ce dossier. Qu'est-ce que ces experts te disent? Comment est-ce qu'ils analysent les mesures prises par le gouvernement en ce moment pour lutter contre le narcotrafic? Mais il y a beaucoup d'attentes autour de la création du parquet dédié, mais aussi il y a pas mal de critiques envers le fait que la dernière réforme de la police judiciaire a quand même... d'une certaine manière, casser le travail global d'enquête qui existait jusqu'alors en le départementalisant. Donc en fait, la logique globale a été un petit peu biaisée, et ce qui fait qu'on a moins d'hommes, la police a moins d'hommes, il y a moins d'enquêteurs, et il y a aussi moins de moyens. Et c'est les experts s'accordent pour dire que sur l'angle répressif, en tout cas, il y a ces manquements-là qui existent, quoi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Merci. Le Trudy, c'est un dossier passionnant parce que c'est rare qu'il y ait des enquêtes qui réussissent comme ça à remonter le fil des livraisons, des déchargements, des culpabilités. Ah oui. Ouais. Voilà, donc ça c'était très intéressant. Une précision là-dessus pour rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est rare, parce qu'en fait les organisations criminelles aujourd'hui, on pense en fait qu'elles se font la guerre et tout, mais au contraire, il y a beaucoup d'organisations criminelles qui créent des alliances en fait pour en fait maximiser les profits, qui instaurent en fait des assurances en cas de perte de la marchandise. Donc c'est ce qui fait que là c'est vraiment très intéressant en fait d'avoir pu identifier vraiment toute la chaîne, quoi.